Je crois qu'effectivement, Emmanuel Macron n'est ni à droite ni à gauche, il est à droite et à gauche. Didier Tauzin, bonjour. Nous nous retrouvons pour un nouvel entretien d'actualité qui couvrira le mois d'avril 2016. D'abord, comment allez-vous? Je vais très bien, à tout point de vue d'ailleurs, parce que j'ai le grand plaisir d'avoir le plus grand plaisir d'un chef d'entreprise, je crois, ou d'un chef en général. Nous avons des problèmes de croissance. Nous avons du mal aujourd'hui à suivre la dynamique, parce que notre affaire se développe énormément. Nous tournons aujourd'hui, je crois, la 60e vidéo dans ce studio qui a été créé grâce aux dons de nos amis. Et puis, sur le terrain, nous développons notre affaire. Nous avons maintenant une soixantaine de délégations départementales. Enfin, notre affaire prend de l'ampleur, si bien que nous avons quelques difficultés d'organisation, mais nous y arriverons. Je vais très bien, merci. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit? Moi, je dirais que ces manifestations, ça suffit. Ces manifestations de bourgeois, de romantiques anarchistes, de professionnels de l'agitation, ça suffit. Ça suffit. Et on ferait mieux de nous parler des gens qui passent vraiment leur nuit debout, les boulangers, les policiers, les pompiers, les infirmiers. Eux, ils passent leur nuit debout au service de la nation, au service des Français. Et en la matière, je crois que le gouvernement est coupable. Bien entendu, on approche de l'élection présidentielle, donc c'est quelque chose qui va l'aider peut-être à ressouder la gauche. Mais il est coupable parce qu'aujourd'hui nous sommes en état d'urgence, c'est même le gouvernement lui-même qui a décrété l'état d'urgence, et je crois que les policiers et les gendarmes ont autre chose à faire que de s'occuper de ces gens-là. Bien, LuxLeaks, ce sont, à ce qu'il semble, des centaines d'accords fiscaux passés entre le fixe luxembourgeois et des multinationales. Qu'un journaliste d'investigation dénonce cela, cela fait partie de son métier, me semble-t-il. D'autant plus que cela ne se faisait pas sans l'accord, paraît-il, de Jean-Claude Juncker. Très bien. Et dans cette affaire, donc, 2 Français sont en procès et accusés, excusez du peu, d'anticapitalisme. Cela me rappelle Georges Marchais, nous parlant de l'anticommunisme primaire. Eh bien, serions-nous revenus au délit d'opinion? Il semble que oui. Bien sûr, cela se passe au Luxembourg, ce n'est pas en France, certes. Tout de même, le Luxembourg est tellement proche de la France à tout point de vue que cela ne peut que m'interpeller, nous interpeller, sur les valeurs de la République, voyez-vous, parce qu'on nous en parle beaucoup des valeurs de la République. Mais qu'en est-il en fait? Est-ce qu'encore il y a la liberté de la presse? Est-ce qu'encore il y a la liberté d'opinion? Est-ce que vraiment les valeurs de la République consistent aujourd'hui à défendre les spéculateurs et le fisc face aux consommateurs, aux Français moyens? Est-ce que le délit d'opinion fait partie des valeurs de la République? Voilà les questions que je me pose. Depuis quelques jours, le texte du TAFTA circule sur Internet et d'ailleurs nous le publierons nous-mêmes. J'en ai lu quelques passages et ce texte est dangereux. Il est dangereux pour notre économie, il est dangereux pour notre souveraineté et il est dangereux aussi pour l'écologie. Notre économie, eh bien notre agriculture sera soumise, notre industrie alimentaire sera soumise. Notre souveraineté, eh bien notre industrie d'armement elle-même dépendra du TAFTA. Et il est dangereux aussi pour l'écologie quand je vois par exemple que nous serons soumis aux règles américaines. En Amérique, aux États-Unis, il n'y a pas de traçabilité de la viande et on peut très bien employer des hormones de croissance pour les animaux. Très bien. Donc c'est un texte qui est dangereux et que je condamne. Je note aussi qu'il est le pendant, ce texte, de l'OTAN. L'OTAN nous a servi diplomatiquement et militairement aux États-Unis. Eh bien, le TAFTA nous asservira économiquement. Nous deviendrons, la France et toute l'Europe deviendront une véritable colonie américaine. Nous ne serons plus les amis des Américains, mais leurs vassaux. Et ça, c'est intolérable.
Et je note que nos gouvernants, ayant peur d'ailleurs des réactions du peuple français qui ne peut pas être vassal, qui n'accepte pas d'être vassal, qui est un peuple libre, ont fait cela dans notre dos. Jamais le peuple n'a été consulté sur le TAFTA. Autrement dit, la souveraineté populaire en France, pour ces gens qui nous gouvernent depuis 40 ans, c'est une fiction. Ils la violent en permanence. Dans les pas de la reine, sur la pelouse du château de Windsor, le président Obama rêve de peser sur la campagne du Brexit. En visite à Londres pour fêter les 90 ans de la souveraine, Barack Obama, dans ce qui risque d'être son dernier voyage en Angleterre en tant que président des États-Unis, en profite pour donner un coup de main à Cameron. Au cours d'une conférence de presse commune, il a mis les Britanniques en garde. S'ils sortent de l'Europe, ils ne pourront pas compter sur une entente privilégiée avec l'Amérique. Ils seront affaiblis, isolés en Europe. Certains pensent peut-être qu'il y aura un accord de libre-échange États-Unis-Royaume-Uni, mais cela n'arrivera pas de sitôt, car tous les traités commerciaux seront négociés directement avec la seule Union européenne et le Royaume-Uni sera en queue de peloton. Cette ingérence du président Obama dans les affaires britanniques, dans les affaires du peuple britannique, relève tout simplement de l'impérialisme auquel les Américains nous ont habitués depuis fort longtemps. Ils veulent tisser leur empire sur le monde, certes, mais en particulier sur l'Europe. Et ils veulent toute l'Europe. Cette loi en elle-même n'a pas grande importance. Elle n'est pas capitale. Elle ne fait que tirer les conséquences du retour de la France dans le commandement militaire de l'OTAN. Par contre, le retour de la France dans le commandement militaire de l'OTAN est, lui, une faute politique lourde. D'abord parce que l'OTAN n'est plus une alliance de paix comme autrefois, mais c'est une alliance qui permet aux Américains de développer leur stratégie impérialiste sur le monde. C'est une alliance qui aujourd'hui produit de la guerre. Nous pouvons très bien et rapidement nous retrouver en guerre contre la Russie, ce qui serait une aberration radicale. Ce que je viens de dire est d'autant plus vrai qu'à court terme, d'ici moins d'un an, nous risquons fort, nous, Français et Européens, de nous retrouver dans une grande difficulté. Aujourd'hui, Donald Trump devance Hillary Clinton dans les sondages. Imaginons qu'il soit élu. Dans son programme, il prévoit non seulement un certain isolationnisme américain, retour à la doctrine Monroe, mais aussi la dissolution de l'OTAN, tout simplement, si bien que militairement, la France et l'Europe se retrouveraient à ce moment-là démunies. Je considère qu'il faut quitter le commandement militaire de l'OTAN, d'une part. Il faut ensuite immédiatement redresser nos budgets militaires, nos budgets européens militaires et de sécurité en général. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que la politique, ce n'est pas de se mettre sous l'aile d'un autre automatiquement quand le danger vient, surtout si l'autre a des tendances isolationnistes. La politique de la France, ça doit être de servir la France et les Français. Comme De Gaulle, je dis que lorsque la France fait la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Je crois qu'effectivement, Emmanuel Macron n'est ni à droite ni à gauche, il est à droite et à gauche. Il est, je crois, l'archétype de ce qui est en train de se mettre en place, le parti unique, sous une modalité différente d'autrefois, bien entendu, mais le parti unique qui est à la fois libéral, libertaire, à gauche, à droite, sous le giron de la puissance américaine, n'est-ce pas, et sous le giron aussi des grandes puissances économiques mondiales. Et M. Macron est l'archétype donc de ce parti qui se met en place. Ce parti unique me fait penser aux autres partis uniques que nous avons connus dans l'histoire. Par exemple en URSS, à Cuba. Eh bien, la démocratie, quand elle n'est pas fondée sur la souveraineté populaire respectée par tout le monde, et quand elle n'est pas fondée sur le civisme, en particulier des élus, la démocratie tourne toujours à la dictature, et ça, les Grecs anciens déjà nous l'avaient appris.
M. Macron, pour les Français, serait un choix esthétique. Il est jeune, il a de beaux yeux, il est vif, certes. Ceci étant, c'est un homme qui aussi veut nous faire abandonner tous nos fondamentaux, hein, et qui veut centrer la politique sur l'économie, et l'économie au service des banques et des spéculateurs. C'est exactement le contraire de ce que je veux pour la France. Je veux remettre l'économie au service de l'homme. Je note d'ailleurs que lorsqu'il parle de son métier de financier, M. Macron dit « Nous sommes un peu comme une prostituée. Le job, c'est de séduire. » Je voudrais rajouter à propos de M. Macron que, certes, il a un passé professionnel, comme moi d'ailleurs, mais avoir un passé professionnel ne suffit pas pour entrer en politique. C'est une condition nécessaire à mes yeux, mais pas suffisante. Parce que quel est son passé professionnel? Est-il resté à la Banque Rothschild? Va-t-il continuer à servir la grande finance, le capital, les spéculateurs? Ou va-t-il servir la France? Va-t-il aimer la France comme elle doit l'être? Eh bien, écoutez, il va de soi que je me réjouis vraiment de ce contrat et je me permets de féliciter le DCNS, non seulement le patronat, les patrons de DCNS, qui ont très bien joué dans cette affaire. Je crois que c'est la capitalisation de 100 ans d'expérience de sous-marins en France, d'une politique qui a été continue pour investir dans la base technologique et industrielle de défense française et qui nous a permis, à partir du sous-marin que nous construisons pour la Marine nationale française, un sous-marin à propulsion classique. Et donc, c'est la reconnaissance de DCNS, mais c'est aussi la reconnaissance du fait que nous avons une marine et un système de procurement d'armement de tout premier plan au niveau mondial. Mais aussi les employés, les ouvriers de DCNS, parce que le patronat sans sa force de frappe, sans sa force de travail, n'est rien. Hein. L'un sans l'autre, c'est impossible. C'est une équipe qui travaille. Et là, nous avons le résultat de ce qu'on appelle le génie français. Hein. Nous avons des industries, des travailleurs qui peuvent être à la pointe de la technologie, qui le sont vraiment dans la plupart des cas, et le véritable enjeu pour l'État est de libérer ces énergies fantastiques que nous avons en France, et à partir de là, notre économie en général y verra beaucoup plus clair, elle s'épanouira. Il y a là commerce d'armes. Certains considèrent cela comme immoral. Oui, c'est immoral quand il s'agit de livrer des armes à des potentiels ennemis de la France. Par exemple, le Qatar et l'Arabie saoudite, et les armes que nous leur livrons peuvent se retrouver, et d'ailleurs se retrouvent peut-être, face aux aviateurs et aux soldats français en Syrie. Là, oui, il y a un comportement immoral de la part du gouvernement. Je crois vraiment en notre projet. Je constate jour après jour qu'il y a en France de formidables énergies, non seulement économiques, bien entendu, mais politiques. Les Français s'intéressent à la politique, les Français s'intéressent à la France, les Français aiment la France, ils veulent une France, ils veulent rebâtir la France. Donc oui, je suis heureux et j'y crois vraiment. Nous réussirons.